Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une leçon sur les modèles Garch. Effectivement, nous avons éliminé la tendance stochastique de la série temporelle du CAC 40 et nous avons récupéré les résidus et nous avons appliqué un modèle ARMA à ces résidus. Et nous étions arrivés à la conclusion selon laquelle ces résidus ne correspondent pas à un bruit blanc et en particulier, ils présentent une très forte hétérosidasticité. Et donc, nous avons besoin d'un modèle qui permet de prendre en compte cette hétérosidasticité et de la modéliser. Et c'est l'objectif du modèle Garch duquel je vais vous parler aujourd'hui. Alors, si je fais une représentation graphique du rendement de la différence première du CAC 40 qui représente ce rendement, je vais m'apercevoir qu'au fait, la variance, c'est-à-dire la dispersion autour de la moyenne qui est égale, qui s'élève ici à 0, n'est pas constante au cours du temps. Et donc, nous avons des phases où la variance elle est faible et des phases où la variance elle est forte et il y a une alternance de phases de faible volatilité et de phases de forte volatilité. Et donc, c'est la traduction de ce qu'on appelle en économétrie l'hétérosidasticité. Et donc, le constat qu'on a fait, c'est que la série temporelle des rendements de l'indice CAC 40 et de tous les indices boursiers, il est fortement volatile, ce qui traduit une hétérosidasticité, et que les fortes variations de cette volatilité ont tendance à être suivies par de fortes variations, et les faibles variations ont tendance à être suivies par des faibles variations. Et donc, lorsqu'on est dans un régime de forte volatilité, il va durer une certaine période de temps. Et lorsqu'on est dans un régime de faible volatilité, il va durer également une certaine période de temps. Et donc, on parle du phénomène de persistance de la volatilité. D'autre part, comme je viens de le souligner, nous observons une alternance de périodes de haute volatilité suivie de périodes de basse volatilité. Et donc, ça se traduit par des regroupements de la volatilité en des amas ou ce qu'on appelle des clusters. Et donc, on parle de volatilité clustering. Et donc, c'est ce qu'on a montré ici. Là, c'est un cluster de volatilité. C'est un cluster de volatilité. C'est un autre cluster, un autre cluster et un autre cluster. Et donc, ce phénomène de volatilité clustering est un phénomène typique, c'est un fait stylisé des rendements des séries financières. Alors, afin de remédier à l'incapacité des modèles ARMA, qui sont des modèles linéaires, de prendre en compte cette variabilité de la volatilité au cours du temps, Robert Engel a introduit des modèles qu'on appelle les modèles ARCH ou bien modèles autorégressifs conditionnellement hétérosidastiques. Et M. Bolerslev a ensuite généralisé ces modèles ARCH en introduisant les modèles Garch ou bien les modèles General autorégressifs conditionnellement hétérosidastiques. Alors, quelle est, sur le plan analytique, la traduction de ces modèles ARCH et des modèles Garch? On va commencer par la modélisation du rendement. Donc, un rendement d'un actif financier quelconque, par exemple le rendement de l'indice CAC 40, c'est la somme de deux composantes. Nous avons mu indice T qui représente l'espérance conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Conditionnelle à l'information disponible à l'instant T-1, auquel va se rajouter yt, et yt est supposé être un bruit blanc homosidastique. Et donc, nous avons modélisé l'espérance conditionnelle ou tout simplement l'équation de la moyenne par un modèle ARMA. D'accord? Et il nous reste les résidus, et nous avons montré que les résidus sont caractérisés par une très forte hétérosidasticité, ne sont pas distribués selon la loi, et ils présentent également
une autocorrélation résiduelle et donc on est arrivé à la conclusion selon laquelle les modèles ARMA sont incapables de modéliser la dynamique des rendements. Et donc, si je veux encore développer cette formule, j'arriverai à la formule selon laquelle les résidus, au fait, c'est l'écart entre le rendement et leur espérance conditionnelle. Mais ce que nous avons observé quant au comportement de ces résidus, on s'est aperçu qu'ils sont hétérosidaciques. Et donc, au fait, ils ont deux composantes. Vous avez le ZT qui est un bruit blanc homosidacique, distribué selon la loi normale, mais auquel va se superposer, auquel va se multiplier de façon multiplicative une sigma, c'est-à-dire un écart type, mais un écart type indicé par le temps, ça veut dire un écart type dynamique, ça veut dire qu'il va varier au cours du temps, et c'est ce qui représente la variabilité de la variance, c'est-à-dire l'hétérosidacité. D'accord? Et donc, au fait, pour modéliser le processus générateur de la série temporelle des résidus dont on vient de parler, Robert Ringel il a introduit dans un premier temps un modèle Arch d'ordre P ou de retard P. Et donc, selon ce modèle Arch, la variance conditionnelle des résidus, variance conditionnelle de ce résidu yt à la date t, va s'exprimer comme une régression linéaire des carrés des résidus à des dates précédentes, c'est-à-dire le carré des résidus à l'instant t-1, le carré de résidus à l'instant t-2, à l'instant t-3, jusqu'à l'instant t-p, avec P, c'est l'ordre de notre processus Arch. Et donc, si on veut, comment dirais-je, faire une formule analytique un peu ramassée, je dirais qu'il y a une constante, alpha 0, plus un certain nombre de paramètres, de paramètres retardés des résidus au carré jusqu'au retard P. Et donc, au fait, si j'essaie d'estimer un modèle Arch sur les résidus du modèle ARMA estimé, donc je vais d'abord définir le nombre de retards P. Et donc, pour le faire, je vais juste m'inspirer du corrélogramme des carrés des résidus, des epsilon t au carré. Et donc, le corrélogramme nous montre qu'on a 5 pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle et une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation. Donc, c'est un AR5. Et donc, je vais prendre 5 retards. Le retard 1, le retard 2, le retard 3, le retard 4, le retard 5. Et donc, l'ordre P est égal à 5 et je vais l'estimer. J'estimer l'équation de la variance qu'on vient de présenter avec la méthode du maximum de vraisemblance. Et on voit bien ici qu'il y a une significativité et de la constante, le terme C, et des différents paramètres des valeurs des résidus retardés à l'instant T-1, T-2, T-3, T-4 jusqu'à T-5. Et donc, au fait, ici, si je reprends l'équation, nous avons deux contraintes qui doivent être vérifiées. La première est relative à la positivité de tous ces coefficients alpha 1, alpha 2, alpha jusqu'à alpha P. Et justement, on s'aperçoit que tous ces paramètres sont le alpha 0 strictement positif, strictement supérieur à 0, et les alpha I, le alpha 1, le alpha 2 jusqu'à alpha P sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, la contrainte de positivité est respectée. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de stationnarité. Et donc, il faut que la somme de tous ces coefficients alpha I soit strictement inférieure à 1. Et ici, si je récupère les coefficients, la valeur de ces coefficients, de alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 5, on voit bien que leur somme s'élève à 0,69, donc ça reste strictement inférieur à 1. Et donc, c'est un modèle Arch 5 qui est valide parce qu'il y a significativité des paramètres et puis ils sont tous positifs. Et puis, la somme des paramètres alpha I, de tous ces paramètres-là, qui sont les paramètres des valeurs des résidus au carré retardés jusqu'au retard P, sont inférieurs à 1. Et donc, le modèle Arch a connu une extension
par M. Tim Bolerslev, qui est un étudiant de Robert Engel. Et donc, selon lui, il a présenté une autre spécification de l'équation de la variance conditionnelle. Non seulement il va prendre en compte les résidus au carré, le carré des résidus retardés de P période, mais il va en plus, et c'est ça l'originalité, introduire les valeurs retardées de la variance conditionnelle. Et donc, il faut choisir le retard P et le retard Q pour trouver le modèle Garch-PQ optimal. Et donc, c'est la somme d'une composante autorégressive. Ça, c'est une composante autorégressive parce que c'est les retards de la variance conditionnelle, qui est la variable dépendante, et une variance et une composante moyenne mobile des carrés des erreurs. Et donc, au fait, les contraintes à respecter, comme tout à l'heure, d'abord, c'est la contrainte de positivité. Il faut que tous les paramètres soient positifs. Et la stationnarité, ça veut dire qu'il faut que la somme de tous les paramètres alpha et de tous les paramètres bêta soit strictement inférieure à 1. Et donc, les deux paramètres, les deux propriétés et les deux contraintes vont être vérifiées dans le modèle Garch dont je vais vous montrer les résultats de l'estimation pour les rendements du CAC 40. Et la nouveauté, ce qui est nouveau dans la modélisation Garch, c'est que pour mesurer la persistance de la volatilité dont on a parlé, c'est juste la somme des paramètres alpha et la paramètre bêta. Ça nous permet de mesurer le degré de persistance de la volatilité. Et ensuite, on introduit la notion de variance non conditionnelle. Et cette variance non conditionnelle va avoir c'est l'espérance de la variance conditionnelle. Ça veut dire c'est la valeur moyenne ou la valeur de long terme de cette variance conditionnelle qui évolue, donc qui fluctue au cours du temps. Et donc, cette variance non conditionnelle, pour la spécifier, c'est juste la constante alpha 0 et qui divise au dénominateur, nous avons 1 moins la somme des paramètres alpha plus la somme des paramètres bêta. Donc, avec ce ratio, on doit être en mesure de calculer la variance non conditionnelle. Alors, concrètement, ça veut dire quoi cette variance non conditionnelle? Je rappelle qu'à la date T-1, il y a une information qui est disponible. Donc, c'est l'information, l'ensemble d'informations, c'est T-1. C'est tous les chocs epsilon qui sont survenus à l'instant T-1, T-2, T-3 jusqu'à T-P. Donc, tous ces chocs, toutes ces innovations, toutes ces news, toutes ces informations qui arrivent sur le marché sont synthétisées par cet ensemble informationnel qu'on appelle IT-1. Et donc, la variance conditionnelle à l'information disponible à la date T-1 du terme d'erreur, qu'on exprime sigma T au carré conditionnellement à l'information disponible T-1 va varier au cours du temps. Et même si cette conditionnalité à l'ensemble informationnel disponible, c'est ce qui donne le nom de conditionnel à la variance introduite par Robert Engel. Et donc, au fait, à chaque nouvelle information, la volatilité va varier soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, s'il y a une mauvaise information, ça va augmenter la volatilité. S'il y a une bonne information, ça va baisser la volatilité. Et donc, au cours du temps, la variance conditionnelle va fluctuer autour d'une valeur moyenne. Et cette valeur moyenne, c'est la variance non conditionnelle dont on vient de parler. Au fait, le système agit comme s'il y avait une force de rappel qui va toujours ramener la variance conditionnelle vers cette valeur moyenne. Et donc, le retour de la variance conditionnelle vers une valeur moyenne au cours du temps, c'est ce qu'on appelle le comportement de retour vers la moyenne ou bien en anglais de mean reversing. Et donc, au fait, les modèles Garch, selon le P et le Q, on peut avoir plusieurs ordres de la partie autorégressive, de la partie moyenne mobile, mais sur le plan empirique, le modèle le plus largement utilisé et qui respecte le principe de parcimonie, c'est le modèle Garch 1.1 qu'on peut comment dirais-je, exprimer de la suite. Donc, vous avez une constante, c'est le oméga. Vous avez le QF alpha
du carré des résidus retardés d'une période et vous avez le coefficient bêta du carré de la variance conditionnelle à l'instant t-1. Et donc, la contrainte, c'est que tous les paramètres doivent être positifs et la contrainte de stationnarité, c'est que alpha plus bêta doivent rester strictement inférieur à 1. Et puis, c'est une mesure alpha plus bêta, c'est la mesure de la persistance de la volatilité. Et donc, estimant ce modèle Garchin 1 pour les rendements du CAC 40, on voit bien que ici, ça c'est la constante, ça c'est le paramètre alpha et ça c'est le paramètre bêta. Ils sont significativement différents de 0. Et donc, la contrainte de alpha plus bêta strictement à 1, si on fait les calculs, est vérifiée. Et donc, c'est un bon modèle. La question qui se pose est la suivante. Donc, d'un côté, nous avons estimé un arche 5 qui contient 6 paramètres à estimer. Et ici, on vient d'estimer un Garchin 1 qui contient 3 paramètres à estimer. Donc, quel modèle choisir? Est-ce que le meilleur modèle, c'est un arche 5 ou bien c'est un Garchin 1? Donc, pour le vérifier, on va vous proposer les deux estimations et surtout, on va comparer les critères d'information. Donc, on a soit le critère d'Akaï, de Schwarz, de Anand-Quinn. Et donc, lorsqu'on va faire la comparaison, on voit bien que les 3 critères d'information qui ont les valeurs les plus basses, ce sont ceux qui représentent le modèle Garchin 1. Et donc, il y a une supériorité du modèle Garchin 1 sur le modèle Arche d'ordre P. Donc, non seulement il est parcimonieux, mais en plus, il a une supériorité. Ça s'explique par le fait que la volatilité a un comportement de persistance. Et donc, il nous faut un paramètre bêta qui va s'ajouter au alpha pour évaluer cette persistance et surtout le phénomène de retour à la moyenne parce que la variance conditionnelle va fluctuer au cours du temps, mais il y a toujours la force de rappel qui va la ramener vers une valeur moyenne, vers une valeur d'équilibre, vers une valeur de long terme. Et donc, il y a une originalité de la spécification du modèle Garch qui lui donne une robustesse par rapport au modèle Arche d'ordre P. Et donc, au fait, nous allons examiner les résidus de ce modèle Garchin 1 ou de modèle Arche P. Le modèle Garch ou Arche qu'on a choisi pour modéliser la série temporelle des rendements du CAC 40. On voit bien ici que l'examen du corrélogramme des résidus standardisés, ça veut dire les résidus auxquels nous avons appliqué un modèle Garch, montre ici une absence d'autocorrélation parce que toutes les probabilités sont strictement supérieures à 0,05. Lorsqu'on va examiner l'hétérosidasticité, on voit bien ici que la probabilité supérieure à 0,05, donc ces résidus standardisés sont homocidastiques. Et enfin, lorsqu'on va examiner les statistiques descriptives, certes, ne sont pas encore dans le cadre d'une loi normale parce que le Jarque-Béra, il est 652 est largement supérieur à la valeur critique 5,99. Le Kertosis 4, il est encore supérieur à 3 et le Skeoné, c'est encore négatif. Mais, si vous voulez, il y a absence d'autocorrélation, il y a homocidasticité, seule la propriété de normalité de la loi de distribution, cette propriété n'est pas vérifiée. Et donc, en fait, si on fait une comparaison entre les 3 modèles, entre les statistiques descriptives des 3 modèles, nous avons le modèle CAC 40, les rendements. Donc, ici, on voit bien que le Jarque-Béra s'élève à 11,419. Lorsqu'on va utiliser un modèle ARMA PQ que nous avons estimé, quel que soit l'ordre PQ de le modèle ARMA, on ne va pas réussir à baisser de façon spectaculaire la statistique de Jarque-Béra. Et donc, on garde encore des kurtosis extrêmement élevés et un Skeones négatif. Et la surprise, c'est que lorsqu'on va utiliser le modèle Garch, eh bien, on s'aperçoit que nous avons réduit considérablement la statistique de Jarque-Béra. Hein. Nous avons réduit, c'est presque divisé par 18 fois, hein, on est 18 fois moins élevé, et même le Kertosis qui s'élevait ici à 8,83, on l'a divisé par 2, on est à 4,26. Et donc, en fait, si vous voulez, certes, l'hypothèse de normalité n'est pas encore vérifiée, mais nous avons considérablement réduit l'excès de Kertosis
et nous avons, si vous voulez, des résidus qui sont non autocorrélés et qui sont homocidastiques. Et donc, la modélisation Garch permet de filtrer la forte hétérosidasticité des séries financières et de capter la volatilité. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire après? Donc, nous avons deux pistes à explorer. Soit on va chercher des modèles Garch beaucoup plus robustes que le modèle Garch 1.1 qui vont prendre en compte l'effet stylisé des rendements financiers, soit nous allons choisir une loi de distribution marginale qui n'est pas la loi normale, parce que jusqu'actuellement, toutes les études qui ont été faites se situent dans le cadre de la loi de Gauss, de la loi normale. Et donc, on va explorer ces deux pistes. Et l'objectif, c'est de rechercher le meilleur modèle qui va capter l'hétérosidasticité des rendements et donc la volatilité. Et sur la base de ce modèle, nous allons construire des modèles de gestion de risque de marché. Je vous en dirai davantage la séance prochaine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.